Salut à tous, bienvenue pour cet épisode 12. On continue notre tour de France ici avec la Groupama FDJ de David Gaudu, prise en sandwich entre Pogačar et Vingegaard. C'est tout ce qu'on lui souhaiterait sur ce Tour de France. Je vous ai montré les étapes 1 à 9 dans la précédente vidéo. Ici, on va s'attarder sur les étapes 10 à 15. Vous allez voir que pas mal de choses vont se passer. On va essayer en tout cas de faire bouger les choses. Précédemment, on avait bien démarré en essayant d'animer l'étape 1 et de durcir le ton pour permettre à David Gaudu de porter le premier maillot jaune de ce Tour de France. Ensuite, Wout van Aert avait assez logiquement remporté grâce à un magnifique sprint où il a grillé tout le monde et notamment Alaphilippe l'étape 2. Parfait. Ensuite, on avait eu deux explications de suite entre sprinters. C'est Philipsen qui avait ouvert le bal sur l'étape 3. Donc de manière non surprenante par rapport à ce qu'on a déjà vu sur le Giro qui avait précédé. Par contre, relative surprise ensuite avec la victoire de Sam Bennett qui s'impose d'un boyau ou peut-être même pas devant Mats Pedersen. En revanche, l'étape 5 avait vu, Pogačar récupérer un petit peu de temps sur ses concurrents par le biais des bonifications, et on avait pris la deuxième place avec David Gaudu, et très grand moment en termes d'émotion avec la victoire de Thibaut Pinot à Cauterets suite à un travail somptueux de Kung. Donc ça s'était obtenu en échappée. Ensuite, étape 7 pour Gerben Thijssen, qui sort comme ça au dernier moment devant ses concurrents. Caleb Ewan qui prend l'étape 8. Donc parfait. C'est très partagé pour la lutte au sprint. Et puis enfin, il y avait eu cette étape 9 sur laquelle on avait beaucoup souffert dans la fin de l'ascension du Puy de Dôme. Et par contre, Pogačar et Evenepoel étaient vraiment au-dessus du lot. Voilà. Donc le décor est planté. Nous sommes respectivement 5 et 6e avec Gaudu et Madouas. Il faut dire qu'on a protégé les deux. On a protégé un tout petit peu plus David Gaudu, mais Valentin Madouas fait un énorme début de Tour de France. Et j'en reparlerai, mais le sponsor nous demande le top 5 sur le classement général, donc on va voir ce qu'on peut faire. Stefan Kung est pour l'heure porteur du maillot à pois, mais il ne faut pas s'enflammer. Il n'est pas certain qu'il le conserve. Et on voit venir une lutte entre Philipsen, Caleb Ewan, peut-être Jakobsen, Pedersen, faudra voir, ou Sam Bennett. Bref, tout ça réattaque à l'étape 10, qui est... Alors je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment quand vous avez regardé le Tour de France en juillet dernier, 2023, mais moi j'ai vraiment trouvé que ce Tour de France était, un Tour de France au cours duquel la deuxième semaine n'était pas palpitante, et finalement il y avait eu déjà beaucoup de choses qui s'étaient passées en première semaine, et on attendait avec hâte les étapes 16 et 17 de la troisième semaine pour, croyait-on à ce moment-là, monter encore en intensité dans le suspense. Ici, le passage étape donc de la deuxième semaine, étape 10 à 15, que je vous propose là, ne va pas être ennuyeux comme a pu l'être le Tour de France dans la réalité, en ce sens qu'on va faire des choix et on va essayer de bouger à un moment donné. J'annonce déjà, je ne vais pas beaucoup bouger sur les étapes 10, 11, 12, 13. Par contre, je vais beaucoup bouger sur les étapes 14 et 15. Donc ce sont elles qui constituent l'essentiel de l'épisode. Alors, l'étape 10, on le voit tout de même, je ne suis pas sorti donc avec Kung ni avec Pinot. On a toujours des sprints entre Philipsen, Caleb Ewan, Mats Pedersen. C'était l'intermédiaire ici, le sprint intermédiaire pour le maillot vert. Et à l'avant, on a, vous avez vu, Rui Costa, Filippo Zana. On a comme ça quelques
quelques très bons candidats à une éventuelle victoire d'étape. Enfin, faudrait-il que le peloton laisse le champ pour que cette victoire puisse revenir à l'un des membres de l'échappée. Donc c'est un petit peu l'interrogation du jour. Jaiko Alula va-t-elle sauver son Tour de France avec par exemple une victoire de Filippo Zanna, ou est-ce que ce sera plutôt Intermarché qui en prendra une deuxième avec Rui Costa, à moins que finalement le peloton revienne. Regardez, ça roule pas mal. On aperçoit les Soudal Quick-Step qui sont prêts à intervenir, mais surtout les Lotto Destiny et les Alpecin de Koenig. Voilà, donc à partir de là, on se dit peu de chances réelles à s'échapper. Moi, je tiens juste, là, par exemple, vous me voyez bouger léger, mais c'est juste Thorer qui est chargé du placement de Madouas et Godu. Voilà. Et pour être certain, on embarque Kevin Genietz, au cas où Storer aurait du mal à placer tout ce petit monde-là. Derrière, Armirail, Pinot, Kung, Desmar sont relevés et vont, on va dire, s'économiser sur cette étape-là. Alors, 1 minute 15 avec 20 km restants. Vous êtes d'accord avec moi, ça sent plutôt l'arrivée au sprint et la victoire dans le peloton. Eh bien, on va voir. On va voir ça. 50 secondes désormais avec les Jumbo Visma qui roulent très très fort, mais les Lotto Destiny n'ont pas oublié que Caleb Ewan pouvait s'imposer peut-être s'il est présent. Il faudrait savoir si Caleb Ewan est présent. Regardez, il est présent. Et derrière, ben finalement, ça attaque entre favoris. Voilà, ici, c'est Hindley, Bernal et Carapace qui tentent. Moi, j'avais calé Genietz dans la roue de Hindley. Puis Bernal qui recontre Hindley, qui poursuit son effort. En fait, il essaie de reprendre du temps. Mais finalement, cette lutte entre favoris aurait pu déboucher sur une reprise des échappées. Mais comme c'est pas méthodique et que c'est un petit peu plus des saccades d'attaque que réellement des équipiers qui se relayent pour rentrer, en fait, ça va pas rentrer. Et la victoire reviendra à Filippo Zanna devant Rui Costa, Yon Izagirre, Marc Padoun. Et le sprint du peloton sera réglé par Van Aert. Enfin, peloton, façon de parler. On va dire groupe maillot jaune. Voilà. Et puis, nos équipiers, nous serons très très précieux, on les garde au chaud. Et on les a surtout pas brûlés. Parce que la fatigue, je vais me répéter là encore, on sera obligé de répéter les choses puisque la fatigue sur PCM 23 joue un rôle plus important qu'elle ne le jouait par le passé. On ne peut pas être tout le temps au combat et on ne peut pas s'exciter en donnant le maximum sur chaque étape. On est obligé de faire des choix, je trouve ça plutôt bien, puisque dans le cyclisme réel, on sait très bien que tout le monde ne roule pas tout le temps. Il y a au contraire vraiment des choix qui sont faits, et d'ailleurs même pire en termes de choix. C'est-à-dire que nous, là, par exemple, sur 21 étapes avec la Groupama FDJ, on va être en mesure de batailler. J'ai bataillé sur la 1, j'ai bataillé sur la 9, j'étais bien obligé, mais bon, sans réellement jeter toutes les forces dans la bataille, mais en essayant de protéger au maximum. On va la compter quand même. Mais j'ai bataillé sur 5, sur 6, et puis la 10, non, elle ne fait pas partie des étapes sur lesquelles on bataille. Je pense que si, au bout du compte, j'arrive à batailler sur 8 ou 9 étapes, ce sera le bout du monde et ce sera déjà infiniment plus que ce qu'on a pu voir avec la Groupama FDJ lors du dernier Tour de France. Donc, on s'en satisfait. J'avais une remarque dans les commentaires de l'épisode précédent qui était assez pertinente, qui était sur la non-utilisation en apparence d'Arnaud Desmar et le fait que je ne conteste pas les sprints avec lui et que je ne roule pas pour lui dans le final. Là, je tiens vraiment à dire que je n'en ai pas les moyens. Voilà, je n'ai pas les moyens de viser une victoire au sprint, déjà par rapport à la dépense énergétique des équipiers, et deuxièmement, mais on a aucune chance en fait.
quelle chance on a face à Philipsen, Caleb Ewan et Mats Pedersen, entre autres. Donc oui, il faudra que cette chance, Desmar se la procure soit en prenant la bonne roue au bon moment, mais il doit se débrouiller, soit évidemment à l'étape 21, une fois que tout sera entériné, là oui, je pourrais rouler peut-être totalement pour lui, et je le ferai. Donc voilà un petit peu pour le cas Arnaud Desmar. On arrive dans le final de cette étape 11 avec tous les sprinters qu'on a déjà vus s'illustrer qui sont dans les starting blocks pour, voilà, après ce dernier virage, aller chercher la ligne d'arrivée. Caleb Ewan très bien placé pour une deuxième victoire. Oui, Caleb Ewan gagne une deuxième fois sur ce Tour de France. Et cette fois-ci, regardez, c'est amusant de constater que Philipsen s'est relativement raté. Philipsen fait 15e. Donc Philipsen ne marque presque pas de points par rapport à Caleb Ewan qui en prend 50 plus ceux qu'il a pu inscrire au sprint intermédiaire. Je ne me souviens plus avec combien il est passé, mais il va y avoir un écart au maillot vert qui va se réduire sur cette étape-là. Donc l'Autodestiny joue bien son rôle. Ils arrivent à bien gérer les échappées dès lors qu'ils entrevoient la victoire pour Caleb Ewan. Et comme il y a d'autres équipes aussi qui participent, il n'y avait aucune chance pour cette échappée-là. Stabilité du classement général. Et au point, regardez, c'est même pire que contesté. C'est même Caleb Ewan qui prend le maillot vert. Là, c'est un véritable petit tremblement de terre avant d'attaquer l'étape 12 qui arrive à Belleville-en-Beaujolais avec 3 jolis GPM dans le final. Je me suis vraiment posé la question de savoir si j'y allais ou pas. Et j'ai vraiment dans la tête cette question de fatigue. Et donc ça m'a obligé à ne pas bouger. Je me suis dit qu'il y avait aussi une probabilité non nulle pour que les équipes de leaders veuillent peut-être permettre aux Pogacar, Evenepoel et consorts de se faire la guerre sur la fin de l'étape et que j'avais surtout pas envie de me cramer pour assister à finalement rien. Mais c'est peut-être un très mauvais choix puisque si ça se trouve Matteo Sobrero ou je ne sais qui d'autre à l'avant va réussir à s'imposer. On va voir. On va voir ça. 2 minutes 40 assez rapidement prise. C'est toujours le métronome Bjerg qui gère le rythme en tête de peloton. Alors qu'à l'avant, tout de même, avec 20 coureurs, on peut peut-être penser quelque chose peut déboucher pour eux. Mais regardez, écart maintenu. Ah, ça y est, il y a un petit peu plus, une dizaine de kilomètres plus tard. Ça sprint. Les Jayco Alula sont en force. Ils sont 3 dans l'échappée. Pour l'instant, ils ne menacent pas le maillot à pois de Stefan Kung. Mais il y a bien un moment où des points vont être distribués dans les prochaines étapes. Hein. Je me dis finalement, tiens, si tu y étais allé avec un puncher, tu aurais peut-être pu gagner cette étape-là. Ouais, mais dans la phrase y aller avec un puncher, il y a quand même un tout petit problème, c'est que donc Pinot n'est pas concerné, Kung n'est pas concerné, Desmar Armirail, peut-être Genietz. Allez, ça aurait peut-être été une opportunité pour le luxembourgeois, mais sinon de toute façon Storer, mon sens pas assez puncher par rapport aux forces en présence devant, et Gaudu Madouas, impossible de sortir à cause du classement général. Tiens, Alexei Lutsenko est présent, peut-être s'imposera-t-il dans cette étape-là. Enfin, l'écart est quand même faible avec le peloton, hein. C'est quand même bien maîtrisé, hein. Les UAE roulent comme il faut, donc on va peut-être avoir très peu de regrets si ça se trouve de ne pas y être allé. Donc là, à ce moment-là, je surveille juste le placement en fait, hein. Sur ces étapes-là, dès lors qu'on n'est pas sorti, on va juste faire gaffe
au placement de Madouas, au placement de Godu, parce que sinon, sur quelques cassures provoquées parfois par des relances, on pourrait avoir une mauvaise surprise. Donc là, je me porte à l'avant. Je demande même à Armirail de faire un tout petit peu de boulot. Pourquoi? Parce que j'ai pas exclu à ce moment-là, s'il y a une opportunité qui se présente, de sortir avec Madouas et de conclure. On sait jamais. Madouas, si je pars du principe que Godu est quand même verrouillé par son classement général, Madouas peut être le puncher qui sort par surprise, puis après, non, 3 minutes, 4 minutes, vous voyez. Voilà, il y a un moment donné où on va comprendre que l'échappée ira au bout. On va relever certaines forces de l'équipe qui s'illustreront dans les étapes à venir. Hamilton a donné tout ce qu'il avait. Pour le coup, il a permis à Sobrero de se retrouver dans d'excellentes conditions avec Lek Nesund et Alexei Lutsenko pour essayer d'aller chercher cette étape. Donc peut-être, sinon pour le Portugais Guerrero, on va voir. Mais en tout cas, ils sont 4. Et là, ça devrait se passer maintenant. Allez, il y a une petite difficulté. Guerrero n'a pas réagi suffisamment vite sur l'attaque de Lutsenko, qui essaye de précipiter les choses là pour essayer d'éliminer déjà le puncher portugais qui va rentrer. Regardez, il va rentrer, voilà, il va revenir. Donc la lutte est encore ouverte là devant. Le peloton du coup termine en dilettante totale dès qu'ils ont vu que jamais de la vie reprendrait cette échappée. Ils se sont relevés totalement. L'équipe de sprinters, je pense aussi, se sont relevés depuis un bon moment. Lutsenko et Guerrero, cette fois, ont été surpris par un départ de Sobrero et Lek Nesund. Et Sobrero, à qui il en reste encore visiblement sous la pédale, a aussi planté un démarrage pour se débarrasser de Lek Nesund. Il va essayer de terminer en solitaire. Sobrero, pour faire comme son copain Zana 2 étapes plus tôt. Bon, bah écoutez, tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Moi, de toute façon, j'ai repéré Sobrero comme étant quelqu'un que je veux recruter. Donc, ça ne fait que confirmer le potentiel du type, qu'on pourrait utiliser un peu comme un Kung bis qui grimpe un peu mieux et qui nous apporte une certaine solidité. Tiens, Vingegaard, par contre, c'est n'importe quoi. Le gars essaie de sortir dans le final et Carapace avec lui. Bernal, du coup, il se dit moi aussi, ainsi que Jane Lee. Jane Lee, il a pris le réflexe de suivre Vingegaard quoi qu'il arrive. Bon, finalement, tout ça va se calmer. Les petites escarmouches de fin d'étape entre favoris n'existeront plus dès lors que on se rapproche de la ligne d'arrivée. Philipsen règle le sprint du peloton, mais ne récupère pas énormément de points, puisque on est sur une étape qui ne va pas le rapprocher tant que ça. En tout cas, il ne distancera pas l'ami Caleb Ewan là-dessus. Voilà. Je suis étonné de voir le Tour de France vraiment, vraiment discret de Simon Yates, parce que je me serais attendu à ce que ce dernier soit en possibilité parfois. Jevine, c'est autre chose. Mais Simon Yates, c'est étonnant. Mais en même temps, il y a ses coéquipiers qui s'illustrent et viennent de prendre 2 étapes. Donc, chapeau, Sobrero, ici. Jevine, c'est encore autre chose, puisque lui, il est épuisé par le travail que l'équipe UAE s'astreint à faire pour essayer de museler les adversaires autant qu'ils peuvent. Donc, très belle victoire de Matteo Sobrero. Classement général, pour ainsi dire, inchangé. En tout cas, pour les 20 premières places, ça ne bouge pas. Et on va tout de suite enchaîner avec l'étape 13. Alors, l'étape 13, déjà, c'est pas le même délire. Arrivé au Grand Colombier, on se demande juste à quel moment est-ce que la lutte va intervenir ici. Réponse, elle va intervenir très probablement dans l'ascension même du Grand Colombier. J'envoie quand même Stefan Kung à l'avant. On ne sait jamais. Des fois qu'il puisse servir de point d'appui à David Godu au cas où on lancerait quelque chose dans l'ascension
du Grand Colombier. C'est illusoire de vouloir partir avant avec Gaudu sur cette étape-là. Hein. La zone de plaine entre le premier GPM et l'ascension finale nous interdisent, à mon avis, de vouloir lancer une offensive trop loin de l'arrivée. Par contre, Thibaut Pinot et Stefan Kung peuvent aller essayer de glaner des points. Donc je les envoie là vraiment avec l'espoir que Bjerg et compagnie laissent l'échappée prendre du champ et qu'après Thibaut Pinot puisse essayer d'être le meilleur grimpeur de toute cette échappée. Donc on verra. Est-ce que ça se transformera en fiasco ou est-ce que ce sera synonyme de bras levés sur la ligne? J'en sais rien moi. Je suis obligé de tenter des choses à des moments et j'ai pas toujours la certitude que je le fais pas pour rien. 24 hommes à l'avant, 2,50, alors qu'on entrevoit le sprint intermédiaire pour bientôt. Il y a 20 points au sommet du Grand Colombier. Donc si ça se joue entre favoris, les favoris reviendront dans le jeu pour le maillot à pois. Donc c'est vraiment une étape déterminante pour savoir si ce maillot à pois on peut le viser ou est-ce qu'on sera, nos espoirs seront douchés quoi qu'il arrive parce que Pogačar, Evenepoel, Vingegaard prendront l'essentiel des points sur les prochaines étapes. Donc c'est l'interrogation du moment. Voilà, on se calme ici sur ce sprint, ça ne sert à rien d'aller s'épuiser. Il y a 6 minutes, c'est pas mal 6 minutes. 6 minutes 20 à ce moment-là, avec beaucoup de candidats pour rouler au sein de l'échappée, ce qui veut dire que UAE va être plutôt soumis à contribution derrière pour la poursuite. D'ailleurs, peut-être même qu'ils ne seront pas seuls à assurer cette poursuite. Il y a 8 minutes 30, 20 km plus tard. On se désintéresse de l'étape, manifestement. Il va falloir, là, maintenant, compter nos coups de pédale. Déjà, on le fait depuis un bon moment avec Thibaut Pinot, protégé par Stefan Kung. Mais là, on peut vraiment avoir la victoire d'étape en tête. Je vais juste essayer de me positionner correctement au début de cette ascension finale. Effort 88, protégé par Kung. Allez, il y a peut-être quelque chose à aller chercher ici. Avec Thibaut Pinot, certes, à forme du jour 0. Ça, c'est le petit bémol. Et puis surtout, on va surveiller aussi l'arrière de temps en temps pour vérifier que Gaudu et Madouas sont correctement positionnés. Regardez, ça part devant, parmi les échappés. Essaye de faire un premier tri, là. Il y en a certains qui ont l'air d'être très très forts. Il y a Tao Geoghegenhardt présent. Il y a le regretté, infortuné Gino Meder. Il y a Félix Gall. Il y a Aurélien Paré-Peintre. Oui, j'ai laissé Meder dans la partie. J'avais pas le cœur d'éditer pour supprimer, mais je le ferai à l'intersaison. Et il y a Jorgenson Leknesund. On l'a déjà vu, Leknesund dans les bons coups. Aurélien Paré-Peintre. Bon, qui peut l'emporter parmi tous ces hommes-là aujourd'hui? Pas évident. Il reste 6 km. Je demande à Kung de finir sa protection de Pinot, lequel essaye en effort curseur de se débarrasser peut-être de certains des concurrents du jour. On voit que seul Jorgenson, Van Gils, également, il y a des Astana aussi qui ont suivi, il y a Delacruz et Pronsky. Il n'y a plus que 6 hommes pour la victoire. Ouais, mais sauf que je suis un peu court là. Je suis un peu court. Et il y en a un qui a l'air de se balader littéralement, c'est Jorgenson. Ça va être juste pour nous. On essaie de s'accrocher. On n'a plus de barre. Il n'y aura pas de victoire d'étape aujourd'hui, malheureusement. Et regardez, Jorgenson, il va jouer à sa main. Dès qu'il décide, hop, il accélère. Dans le dernier kilomètre, il laisse tout le monde sur place. Et il s'impose très nettement. Derrière, c'est la lutte. Parce que quand même, ils se sont bien roulés. Dans le peloton, il y avait 8 minutes 30 au pied de l'ascension. Il n'y en a plus que 5 désormais. Et c'est peut-être pas fini. D'ailleurs, l'écart va peut-être être réduit. Je vais essayer de m'accrocher avec David Gaudu ici. Valentin Madouas également. Pogačar et Van Aert. Non, ça va. Pogačar et Evenepoel vont être les deux bénéficiaires du jour si un temps s'il y a un écart qui leur est crédité. On va voir ça
juste après. Je pense qu'on perd quelques secondes là-dessus. Vingegaard, en revanche, est revenu très très vite. Hindley ne doit pas perdre grand-chose non plus. Geraint Thomas, aux abonnés absents malheureusement, sur ce Tour de France. Romain Bardet, en vraie difficulté. Hein. Romain Bardet, il fait pas un bon Tour de France ici. Et donc, sublime victoire pour Jorgenson, qui s'occupe de sauver le Tour de la Movistar. Peut-être qu'il y aura un classement général aussi qui sera convenable pour lui, parce qu'il a repris du temps sur cette jolie opération de l'étape 13. Matteo Jorgenson, un coureur vraiment intéressant. Hein. Je vous avoue, j'aime bien. J'aime bien. Ça a un peu bougé, il est revenu à la 8e place. Ok. On va attaquer du lourd maintenant. On va attaquer du lourd après avoir constaté que les poids, ça sent mauvais. L'étape 14 n'est pas une simple étape, mais ça va être un véritable monument de ce Tour de France ici. Annemasse, Morzine, arrivé derrière la descente, des gros favoris qu'on n'ignore pas, avec Vingegaard qui a priori quand même a le dessus hein, sur ce terrain-là. Bon, on va se lancer à l'attaque. Là, c'est vraiment l'étape sur laquelle je mise pour essayer de neutraliser peut-être Carapace ou Hindley et de peut-être tutoyer le fameux top 3 avec David Gaudu. Du coup, projet, c'est d'envoyer des hommes à l'avant. Envoyer des hommes à l'avant, dans ce jeu, on a vu que c'est très difficile suivant déjà leur position de départ. Je l'ai mis en très gros format, hein, ce montage d'étape 14. Pourquoi ? Parce qu'il illustre parfaitement pour moi ce qu'est Pro Cycling Manager et tout un tas de petites particularités, de choses à faire, à ne pas faire. C'est presque une étape tutoriel, hein, quelque part. Genietz, Armira et Pinot ont peut-être réussi à prendre le bon coup, quoique, regardez, ça va revenir. En plus, on a Tim Merlier qui roule à l'avant du peloton. Bah oui, Remco fait rouler ses échappées, hein, bien évidemment. Alors, on va retenter quand même avant d'être repris, parce qu'après, on sait que c'est toujours plus délicat. Et on va retenter avec Genietz, Armira et Pinot de rejoindre Stefan Kung. Il y a 1 minute d'écart à peu près entre les deux groupes, échappée 1, échappée 2. Et là, pour le coup, il semblerait que le coup soit parti. Donc, ouf, j'ai réussi à faire partir ce coup avec Kung à l'avant et 3 mecs derrière qui ont vraiment mission de mettre Pinot dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est ce que j'espère là. Je devance le sprint GPM parce qu'il vient un moment, les sprints GPM commencent à en avoir plus que marre. La manière dont c'est géré, il y a toujours des mecs qui doivent être 58e au classement de la montagne et qui te mettent la misère à sprinter comme des dingos juste pour t'épuiser en fait. Donc le problème c'est de dire ouais mais relève-toi, ne les fais pas. Ouais, sauf qu'après du coup il y a un effort à faire pour boucher. Donc au final effort curseur parfois peut marcher pour limiter la casse et reprendre le groupe direct après dans la descente immédiatement. Mais c'est absolument pas systématique. Donc compliqué. Il se peut même qu'on doive... Aïe, chute de Madouas à l'arrière. Alors ça faisait pas partie du projet. Parce que moi, ce que je voulais, c'était mettre 4 types à l'avant. Et ensuite m'appuyer sur Storer, puis Madouas pour peut-être mettre Gaudu sur orbite. Avec le soutien des 4 de devant. Alors là, avec Valentin qui rétrograde dans le peloton à cause de sa chute, c'est pas forcément évident. On voit que le groupe intercalé en fait, hein, avec Armira, Pinot et compagnie et Genietz, a beaucoup de mal à revenir sur la tête. Pourquoi ? Parce que cette deuxième difficulté, là, le col de cou, elle est jouée à fond par l'IA. Si tu te mets pas à 85, tu te fais limite distancer avec un coureur pas dégueulasse. Bon, après, évidemment, voilà, c'est l'illustration de ce que je vous disais juste avant. Voilà, dans O'Connor qui n'a pas existé de ce Tour de France et qui n'existera probablement jamais et qui vient comme ça nous piquer les 5 points. Tout va bien. On sait que dans le cyclisme réel, ça se passerait pas comme ça. Hein. Il y aurait une collaboration des 3 gars et
et on aurait à un moment donné une petite négo. À la limite, je te laisse le fric de l'intermédiaire maillot vert un peu plus loin, et par contre, toi, tu me laisses les points de la montagne. Bref, peu importe, c'est rentré. On a 4 types à l'avant, dont 3,5 sont fatigués. Donc, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Madouas n'a jamais su remonter ici. Dans cette deuxième ascension, il n'a jamais pu se replacer à l'avant. Et pire, Godu s'est retrouvé même assez distancé. Alors, ok, d'accord, la descente, ça a tendance à dilater les distances, mais quand même, il est distancé par rapport au tout meilleur. Mais attendez, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir dans 1 minute ou 2. On va pouvoir rigoler. Donc, Armirail qui fait le boulot devant, hein, très très bien, hein, Bruno, tout va bien, solide le type, c'est un rock. Derrière, Jacobsen qui roule comme un dingue. Allez, à moins que ce ne soit une protection sur Alaphilippe, la cinématique ne me le dit pas. Honnêtement, c'est Jacobsen qui roulait comme un dingue, et qui donc, voilà, ben, on est sur la 3e ascension du jour. On a Fabio Jacobsen qui, malgré une échappée qui roule très vite, il n'y a qu'à voir la manière dont mes types souffrent. L'échappée roule très très fort, mais Jacobsen, lui, il arrive à maintenir l'écart. On prend la respiration, surtout ne pas s'énerver, et se dire que Thibaut va bien finir. Allez, encore les types qui sprintent à fond. Il y a un moment donné, si vous voulez, où moi je veux bien faire preuve de bonne volonté, mais je peux pas me battre contre des adversaires qui m'épuisent d'un côté, une fatigue omniprésente sur chaque grand tour, et en particulier relativement injustement, je dirais, appliqué à David Godu, entre autres, sur ce Tour de France. Des formes du jour excellentes parce que la prépa est bonne, ben oui, évidemment, on fait le boulot. Tiens, cassure, voilà, on la sentait venir celle-là. Et puis finalement, malgré ces formes du jour, on se sent un peu ridicule et on se sent super fatigué. Malgré des notes de récupération en plus qui sont pas mauvaises, c'est quand même, ça questionne, hein, vous voyez, ça questionne beaucoup. Donc ça y est, maintenant, voilà, on a subi une petite cassure sur la relance. Après, on est encore tellement loin, il y aura une descente même dans peu de temps. Pas paniquer non plus. Mais ça m'oblige à employer Kevin Genietz pour pouvoir essayer de rentrer sur le groupe qu'on aperçoit juste devant. Donc voilà, gros effort pour Genietz. Évidemment, s'il le fait là, il ne le fera pas à un autre moment. Nous devant, on se repose. Oui, Genietz avait sauté du groupe de l'avant, hein, bien évidemment, puisqu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Donc au moins, il se sera refait la cerise pendant qu'il changeait de groupe, hein, qu'il attendait son leader. Et il nous permet ici de rentrer. Voilà, on est quasiment rentré, tout va bien. Maintenant, il va falloir essayer de tenir une meilleure position dans ce groupe de favoris, parce que si à chaque fois on est menacé par une cassure, ou bien dans l'ascension suivante, qu'on laisse des coureurs qui lâchent s'intercaler entre nous et les tout meilleurs, l'addition risque d'être assez corsée sur cette étape 14. Donc, pas mal de chutes, hein. Vous verrez que ce n'est pas fini. Il y a de la chute sur cette étape 14. C'est assez intéressant. On en avait eu assez peu depuis le début de ce Tour de France. Et en l'occurrence, là, ça se déchaîne. 2 minutes 50. Allez, on monte presque à 3 minutes ici d'avance pour l'échapper. Pinot sera-t-il assez solide? J'ai fait le choix de le protéger. N'aurais-je pas dû protéger Kung délibérément? Je ne sais pas. Honnêtement, impossible à dire. Ce qui est clair, c'est que derrière, ça roule très fort. Pourquoi? Parce que les Jumbo se sont mis au boulot. Du coup, moi, je demande à Armirail de travailler dans le groupe d'échappés, non seulement pour éliminer peut-être quelques candidats au futur sprint GPM LOL, mais surtout pour essayer de maintenir cette échappée en vie, hein. Sans cela, on est repris. Vous voyez, il y a tout le monde qui s'y met. Enfin, pas tout le monde, hein. Il y a encore Vingegaard qui s'économise, c'est logique, et puis il y a Roglic et Van Aert qui eux aussi se reposent. Alors donc vraiment, je n'en peux plus de me faire rouler dessus de cette manière-là par les Jumbo. Ils veulent l'étape. Très bien, ça, je respecte.
Mais bon, à ce moment-là, on se relève. Pinot, Armirail, Kung se relèvent. Pile au moment où finalement, eux aussi se relèvent. Génial. Allez, je tente quelque chose avec Madoise. Parce que ce que je me dis, c'est que s'ils se relèvent, ça veut dire qu'ils ne veulent peut-être pas utiliser tout de suite Wout van Aert. Et que peut-être que Hessman ou Kelderman, les équipiers qu'on utilise avant Van Aert et Roglic, peut-être n'en peuvent plus. Donc, on ne peut pas éliminer cette piste-là, il faut tenter quelque chose. Du coup, c'est Almeida qui roule pour Pogacar. Oui, forcément, Remco, il a plus d'équipier, donc il peut plus nous saouler à faire rouler Merlier ou Jacobsen. Et du coup, il est obligé de se débrouiller par lui-même. Quant au Jumbo-Visma, eux, ils ont encore beaucoup de monde. Allez, c'est Van Aert qui roule, vous voyez. Van Aert qui roule maintenant, c'est peut-être Van Aert qui pourra pas jouer le rôle qu'il aurait joué dans la dernière ascension de cette étape. On sait pas, on sait jamais. Tout petit peu de repos pour Madoise dans la roue de Bardet. Il y a Paoles, il y a O'Connor. Et puis on en replante une, allez, on n'est pas avare de nos efforts. Il faut tenter quelque chose avec Valentin aujourd'hui. Il a l'air d'avoir 1 minute de latitude offerte par déjà les crémages, la fatigue globale de tout le monde, les crémages du peloton et donc finalement Van Aert qui se gère. Et donc quelque part, envoyer Madoise, c'est aussi mon intention. C'est durcir la course encore un peu. Déjà qu'elle avait été pas mal durcie. Pour Armirail, Pinot, Storer, c'est terminé, cette étape. On reviendra pas malheureusement. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé avoir un homme en plus pour aider David Gaudu. Genietz démarre également. Pauvre démarre, quelle souffrance ce Tour de France. Et on est, voilà déjà, vous voyez, en fin de descente, au moment où il va se passer quelque chose. On a un joli groupe, Madoise, Bardet, regardez. C'est dommage. Voilà, on peut parler au passé maintenant. Bardet est tombé. Derrière, regardez, on va aussi avoir chute de Carapace et Vingegaard. Donc là, par contre, ça peut être très très intéressant parce que ça redistribue les cartes à la fois sur l'étape et à la fois aussi sur le Tour de France. Avec Vingegaard, du coup, qui est attendu par Primoz Roglic et Wout van Aert. Quelque part, Vingegaard va peut-être brûler 2-3 cartouches. Ouais. Vraiment le dire vite, parce qu'au final, ça revient très très vite, malgré les Ineos qui roulaient, les vilains. Et puis, pourquoi ils roulent ? C'est pas tellement contre Jumbo-Visma, c'est peut-être surtout contre Madoise, parce qu'il faut protéger le top 7 ou top 8 de Egan Bernal, vous comprenez ? Bref. Bon, no comment sur les histoires de top 16, de top 11 et de top 8. Mais par contre, le principal impacté là, c'est Carapace. On voit que Nelson Paoles est vraiment en train de s'employer à fond. Moi, j'hésite à relever Valentin parce que, honnêtement, Madoise contre Ganna, il n'y a pas vraiment de match en termes de rouleurs. Est-ce que quelqu'un va se mettre à rouler ? Moi, c'était surtout ça ma crainte. J'avais pas envie que ça s'arrête. Oui, Van Aert va rouler, surtout qu'on va démarrer ici l'ascension du col de Jouplane et dernière ascension de ce jour. Hors catégorie, il y aura beaucoup de points là-haut. Il y aura 20 points pour celui qui passe en tête au GPM. Il faut bien l'avoir en tête parce qu'on ne sait jamais. Kung, on lui demande beaucoup à Stéphane Kung. Il fait un super Tour de France en tant qu'équipier. Courage à lui parce qu'il faut encore protéger David autant que possible. Après, ce sera le Tour de Valentin. Il va falloir y aller à un moment donné. On sent bien venir le truc. De toute façon, à partir du moment où j'ai essayé de, on va dire, participer à une étape un peu plus débridée que ce qu'on aurait pu accepter de vivre, ça veut dire qu'il y a sacrifice à la fin. On va pas terminer avec Gaudu et Madoise sur la même ligne. Donc ça veut dire qu'on tente quelque chose aujourd'hui. Je préfère le tenter sur ce terrain-là que tenter sur un terrain où on arrive au sommet, où j'ai remarqué qu'on avait tendance peut-être à être un peu plus en difficulté. Les Bahreïn se sont fait éjecter, Pouls et Mohoric, en même temps que Stéphane Kung. On a maintenant Valentin Madoise qui protège David Gaudu. On a quand même encore Bob Jungels de gala. Ça veut dire que les Bora Hansgrohe, il va falloir nous expliquer ce qu'il y avait dans le bidon.
parce que c'est quand même surprenant. Bob Jungels, on dirait Wout van Aert bis sur cette étape. 14e attaque de Remco, ça y est. Remco, il en a marre. Il se dit, non, mais moi, je veux provoquer les choses. Hindley lui a sauté dans la roue, ainsi que Vingegaard et Pogacar. David Gaudu ne s'avoue pas vaincu, bien au contraire, mais après je me dis, oh, fais gaffe. Si c'est pour vider ta barre, ça sert à rien. En revanche, Landa, Carapaz, Bernal, Jorgensen, qui sont tous, pour le coup, et c'est pas une blague, concernés par le top 10, n'ont pas réagi à l'attaque de David. J'ai préféré en fait sortir pour poursuivre le quatuor infernal, mais sans traîner derrière moi Carapaz, Bernal. Comprenez bien qu'on va pas rouler pour eux. Et donc, plus d'une minute, ça creuse. David en difficulté, je suis obligé de baisser sa barre d'effort parce que je veux de la barre rouge jusqu'au sommet, moi. Remco qui en replante une. Jay Hindley, pépère. Jay Hindley, lui, il est calé dans la roue. Il a même pas mal. Poggi va peut-être nous en mettre une, non? Regardez, hop là, c'est parti. Attaque de Pogacar. Elle est belle celle-là, hein, parce qu'il fait tout de suite un écart assez conséquent. Mais derrière, attention, il y a la machine Remco. Il y a le roule toujours Remco, sauf que lui, c'est un roule toujours plus. Et attaque de Vingegaard qui contre. Décidément, tout le monde y va dans le trio. Il n'y a que Hindley. Lui, Hindley s'est dit, moi, de toute façon, je suis chargé comme c'est pas possible. Je peux suivre tout ce que je veux. J'ai des notes qui sont les mêmes que Gaudu, mais je lui mets la misère de longue. Et donc, finalement, voilà, tout va bien. Tout va bien. Donc, Hindley, il est à plus 10, lui, de forme du jour, à peu près. Il suit les meilleurs, et puis il est même pas... Voilà, il souffre pas. Gaudu gère son effort. On a toujours plus de la minute derrière, hein, sur le poursuivant immédiat. C'est quand même vachement bien. On va regarder de qui est-ce qu'il peut s'agir. C'est Mikel Landa. Derrière lui, Jorgensen, Bernal, Almeida. Ça veut dire que Carapaz est encore derrière, hein, voyez-vous. Et Gaudu qui nous fait une descente de dingo. On dirait le Vincenzo Nibali des grands jours. Non, je rigole. C'est surtout, en fait, les 4 de devant qui se sont dit, mais nous, on aime bien Gaudu. Alors, on va se décider, on va l'attendre. Parce que c'est notre copain, en fait. Gaudu, c'est notre copain. Et il est hors de question, hein, qu'on lui fasse mal parce qu'il est mignon. Et puis de toute façon, on n'a pas peur de lui. On sait très bien qu'il est moins fort que nous. Donc on l'attend. Et on se fait le petit sprint à 5, c'est plus cool. À attaque de Pogacar qui lance de loin en fait, hein, Poggi. Avec son accélération d'un autre monde. Il nous dépose. Remco qui prend la 2e place. Hindley la 3e. 4 Gaudu, 5 Vingegaard. Et après... on compte les morts, on ramasse les miettes. D'abord, c'est Bernal qui va accuser le coup sur la ligne. C'est surtout Carapaz qui va prendre très cher. Ici, il va sortir du top 5, le pauvre. Van Aert devant Roglic. Je ne dis rien. Et Valentin qui s'est sacrifié et qui aura, pour le coup, joué une très très belle partition aujourd'hui, puisque, ok, il va perdre au niveau du général, il va perdre des places, mais il aura joué le coup collectivement à fond. Stefan Kung, mention très bien aussi en tant qu'équipier. Storer, Armirail, Pinot, de toute façon, tout le monde a été dans le projet. Moi, je trouve que c'était plutôt cool comme étape, en fait, parce que on a vraiment vu du mouvement, hein, on peut le dire, des rebondissements, quelques chutes, puis en plus on termine même par un peu de dramaturgie, puisqu'après que les sprinters ont franchi la ligne, principaux sprinters, on va même avoir droit à notre petit hors limite du jour, hors délai, pardon, c'est Tim Merlier qui ne partira pas à l'étape 15, puisqu'il est arrivé hors délai. Voilà. En même temps, l'étape était tellement dingue que c'est normal d'avoir des éliminés. Il y en a eu 3 ou 4 en tout, je crois. Pogacar est donc bien le plus fort. Il va monter ici son avance au général à 37 secondes sur Remco Evenepoel. Mais il y a encore un contre-la-montre à l'étape 16. Donc,
absolument rien de fait. On aura quand même eu une étape assez surprenante. Moi, le final, il me laisse quand même, il me laisse pantois, hein. Au général, 4 Godu qui prend plus d'une 30 sur Hindley, qui conserve, on va dire, et Carapace à 2 minutes derrière. Ça sent peut-être le top 5, quand même, on va oser le dire. Valentin, j'espère qu'il a obtenu peut-être un bon de sortie, puisqu'il n'est plus dans le top 10. À voir. Au niveau de la montagne, ouais, bah ça se confirme, hein. C'est pas nous qui allons la voir, hein, probablement. Ce sera plutôt un des trois gros, Pogacar, Remco, Vingegaard. Au niveau des points, par contre, Philipsen et Caleb Ewan devraient conserver quand même leur leadership, pas être contestés par les leaders du classement général. Et la mauvaise nouvelle du jour, on a perdu la tête du classement par équipe. Alors forcément, le lendemain, on est un petit peu revanchard et on a envie encore de créer du mouvement si possible sur cette étape 15, léger Saint-Gervais, où honnêtement, la forme n'est pas mauvaise, mais malheureusement, vous voyez, il y a une différence qui est relativement étonnante entre Godu qui, à ce stade-là, est à 89%, car la fatigue, vous voyez, crée un malus, hein, on est à quasiment 30 de fatigue au-dessus de 30, c'est-à-dire 60, donc 10 points de malus. Et en revanche, Madouas, qui suit strictement le même programme et qui a des notes physiques que je vous ai fait apparaître par rapport à celles de Godu, et de très bonne forme du jour toujours, mais comme Godu en fait, est encore à 96%. Donc là, il y a quand même un décalage entre la fatigue de l'un et la fatigue de l'autre moi, ça m'interpelle, franchement. Ça m'interpelle pas mal et j'ai du mal à me l'expliquer. Allez, toutefois, on va bouger. On va bouger avec Kung et carrément Madouas. Car peut-être que le champion de France pourrait aller aujourd'hui s'illustrer à l'avant et qui sait, peut-être aider Kung à prendre des points de la montagne ou en prendre lui-même dans l'optique où il se mettrait à jouer le maillot à poids. Et moi, je vous avoue, j'ai la victoire d'étape dans un coin de la tête. Donc, ce que je vais essayer de faire après, c'est de rapprocher un certain nombre d'équipiers. C'est-à-dire qu'en fait, certains resteront avec David Godu et d'autres auront mission d'aller rejoindre Kung et Madouas dans l'échappée. Je veux qu'on essaye de mettre du mouvement. Vous avez vu, c'est amusant, c'était les Uno X qui assuraient la poursuite, parce qu'ils n'avaient pas réussi à caler l'un des leurs dans l'échappée. Donc ça va être chose faite dans très peu de temps. Mais tant qu'ils n'avaient pas réussi à sortir, eh bien, ils avaient tendance à rouler très très fort. Allez, ça risque de partir à 24, ou à 25 peut-être, si Guerrero arrive à sortir. Mais quoi qu'il en soit, on a réussi à joindre avec Storer, Pinot et Kevin Genietz. Alors j'en vois quand même Thibaut Pinot, j'aurais pu le laisser au chaud en attendant très très calmement l'étape 20, parce que il n'est pas au mieux Thibaut, et puis finalement mon pic sur le Tour de France, eh bien on ne l'atteindra pas, hein, on l'a compris. On l'atteindra, mais le lendemain du Tour de France, je pense, d'après les calculs, ou à peu de choses près. Donc malheureusement, bon, il va falloir faire sans pic, mais on s'en fiche parce qu'en fait on a des bonus de reconnaissance des étapes via les stages. Donc allez, il y a quelque chose à faire, il faut se bouger, même si on perd les premiers points au niveau des GPM, mais ça, c'est pas alarmant, parce qu'il n'y a que 2 points pour le premier qui passe, et 1 point pour le deuxième sur les catégories 3, donc aucun impact. On a un plan qui va aussi tenir compte des forces du jour. Donc ça veut dire que Madouas va être surprotégé, Stefan Kung doit l'être également à sa façon, et puis après on verra quelle est la carte joker pour Thibaut Pinot. Quoi qu'il en soit, vous avez vu, les UAE sont passés aux commandes dans le peloton. On a l'habitude un petit peu depuis que Pogacar a le maillot sur les épaules, je crois que ça date de l'étape 6 ou quelque chose comme ça. Les UAE maîtrisent cette course, et puis à des moments
on a les Jumbo-Visma qui ben, font parler toute la puissance, notamment de Wout van Aert. Donc, Pinot, Madouas. Ben, en fait, le problème, c'est que j'ai essayé de préserver Thibaut, mais dans la roue seulement, parce que je ne voulais pas non plus sacrifier un protecteur. Et on se retrouve, vous voyez, déjà au sprint pour le col de la pour le sommet de la Forque là, en difficulté, c'est-à-dire qu'on a perdu Genietz, on a perdu Pinot, et on a Michael Storer qui va devoir fournir un effort pour essayer de rentrer sur Kung et Madouas. Donc voilà, il faudrait supprimer le curseur là sur Stefan Kung. Et avec 2 minutes 30 de retard pour Pinot Genietz sur les mecs à l'avant, il me vient une idée. Il me vient clairement une idée qui est qu'on va pas les relever, même si on sait très bien qu'on ne reviendra pas. On va plutôt, mais c'était aussi le projet de départ, j'ai pas voulu le dire parce que je voulais pas spoiler l'étape. Vous avez compris que si j'ai laissé seulement Armirail démarre avec David Gaudu, c'est que je compte bien utiliser Genietz et Pinot comme soutien à David lorsque David va sortir. Donc on va essayer de, pour une fois, lancer les choses de loin. Et encore une fois, je ne l'aurais jamais fait sur une des 5 premières étapes, hein, que ce soit ce tour-là ou un autre, mais je ne l'aurais jamais fait au début. Mais par contre, là, je pense qu'on peut se le permettre. La course peut se débrider. Allez, encore un petit sprint, pas pour nous. C'est pas grave, il n'y avait pas beaucoup de points. On va surtout essayer de conserver un tout petit peu Michael Storer. Ouf, ça va pas être facile. Qui a assuré un beau travail de protection jusque-là, et notamment pour Valentin Madouas ici. Derrière les UAE, quand même, hein, essayer de maîtriser les écarts, donc très très bien. Et je crois qu'on peut y aller. Je crois que c'est le moment ou jamais. Début de l'ascension du col de la Croix-Frie. On va essayer de se porter à l'avant avec Bruno Armirail pour essayer d'emmener David Gaudu, car oui, Armirail servira. Merci au passage à Arnaud Desmar pour le bon travail de protection jusque-là. Il aurait été très solide aujourd'hui. Et Armirail va être chargé de sortir. Avec David dans la roue. C'est parti. Allez, on va essayer de rejoindre nos équipiers à l'avant. Donc en fait, Genietz et Pinot ne sont pas bien loin. Ce qui va permettre à Armirail, auquel il ne reste pas beaucoup de barres, de se relever relativement rapidement. Et on va caler David. Et au boulot, mon Thibaut, Kevin Genietz également chargé de travailler. Armirail se relève. Et on va regarder derrière ce qui se passe. Vous avez vu Carapace, Ineos aussi qui réagissent. Très bien. C'est exactement ce que je veux en fait sur cette étape-là. Je voudrais, si possible, éliminer Carapace et Bernal de la lutte pour le top 5, histoire d'avoir une dernière semaine relativement tranquille pour ce qui est de l'objectif sponsor et peut-être essayer d'avoir plus de plaisir de jeu plutôt que d'avoir une forme de stress liée au résultat, parce que j'ai besoin de la satisfaction du sponsor vraiment en cette toute fin de période précédant le mercato, parce que je veux avoir des crédits maximaux. Vous avez vu, malheureusement, Storer n'aura pas servi bien longtemps à David Gaudu. Voilà, c'est le petit hic dans la manière dont les choses se sont passées. Allez, Valentin, va me prendre ses points. Là, il y a 10 points à prendre pour le premier qui passe. Dommage. Bon, il va passer en deuxième position. On voit que Schiel Mose est très fort ce jour-là. David à la poursuite, actuellement 3 minutes 20 sur le groupe maillot jaune. Donc ça veut dire que les cadors n'ont pas réellement mis toute leur force dans la bataille à ce moment-là. C'est normal, on est très loin de l'arrivée. Et donc c'est pour ça qu'on en profite, nous, pour essayer de creuser. Pourquoi ? Parce que Gaudu a rejoint Kung, qu'on a fait décrocher. Et ça va être maintenant à Stefan Kung, décidément. Il est vraiment dans le rôle du sacrifice et du travail collectif, Stefan Kung. Ça va être à lui de s'occuper d'assurer un très très long relais pour faciliter les choses à David Gaudu avant la dernière ascension. Donc ça veut dire qu'on a juste là à valider le passage au col des Aravis. Donc vous voyez Madouas toujours flanqué de Skelmose et Søren Kragh Andersen.
Et bon, on va passer de nouveau en deuxième position. Ici, c'était un catégorie 2. Donc, il y avait 5 points, 3 points, etc. Donc, Madouas continue un peu à scorer des points, mais je l'avoue, comme je le disais sur l'écran des classements de l'étape d'avant, j'ai plus non plus un espoir fabuleux concernant le maillot à pois, parce que j'ai bien compris que ça allait plutôt se jouer entre les favoris. A priori, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Toujours 3,20 au sommet pour Kung Godu sur le groupe maillot jaune. J'ai pris les écarts, c'est pour ça que c'est difficile de tout montrer tout le temps, mais voilà, j'ai surveillé les écarts pendant la course. Et Kung Godu se retrouve en plus avec Leknesund et Bodnar. Plutôt de bons clients, ça, pour essayer de rentrer sur l'échappée de devant. Donc c'est plutôt une très très bonne affaire. Tiens, Jumbo-Visma a commencé à prendre un petit peu le leadership du groupe. On a aperçu Lemreise qui fait la descente, qui a fait une partie de la descente en tête, mais c'est surtout désormais Wout van Aert qui va prendre les choses en main. Et rien que là déjà, je jubile d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que Madouas ne fait aucun effort à l'avant. Kung se tape tout le boulot, mais normalement Godu fait peu d'efforts. Il est quand même dans la roue de Kung, mais il fait quand même beaucoup moins d'efforts que d'autres. Et surtout, voilà, vous avez ici 25 unités dans le groupe maillot jaune, ce qui signifie déjà que Remco n'a plus d'équipier, ce qui signifie que Bernal, il lui en reste 3, mais on va voir quel rôle ils vont jouer. Et puis en fait, on est obligé déjà de faire bosser Wout van Aert, alors que normalement, Wout van Aert aurait sûrement travaillé dans une séquence où il nous aurait fait encore plus mal. Donc à ce moment-là, je me dis, ouais, il fallait vraiment sortir de loin. Il fallait vraiment tenter quelque chose parce que j'ai plus à perdre en attendant avec les favoris que en tentant quelque chose à ce stade-là du Tour de France. Donc, je suis plutôt satisfait. Vous voyez, Carapace n'a plus d'équipier. Je me répète, mais c'est important. Evenepoel non plus. Et puis, on est en train de puiser dans les forces de Van Aert, ce qui fait que Vingegaard devra peut-être se débrouiller un petit peu plus tout seul, et que peut-être Primož Roglič ne servira quasiment à rien sur cette étape-là pour son leader. Donc, vraiment tout bénef. Voilà, on continue, nous, à petit effort. Et là, ça va partir devant, vous voyez. Il y a Lutsenko qui nous avait repris, et puis Schelmose et Kragh-Andersen qui vont, comme ça, se mettre à attaquer. Je cale Madouas à une vitesse standard, 65 efforts relais, parce que il me paraît évident que Godu a les moyens de rentrer sur Valentin, et ensuite Valentin, il lui reste énormément de barres. En fait, il arrive au pied de cette côte des Amerans, il arrive en super condition. Donc il n'y aura pas de problème. L'ascension, mine de rien, est longue, et on fera les comptes à la fin. Voilà, David Godu qui a remercié Stefan Kung pour son excellent travail. Kung, il lui reste encore du boulot à Kung au moment où les favoris vont le traverser littéralement. Il lui reste encore du boulot à Stefan Kung, puisqu'il faudrait, pour le général par équipe, qu'il nous sauvegarde un temps pas trop ridicule. Et ça y est, la jonction est faite quasiment devant. David Godu a presque repris Valentin Madouas. Donc on va se caler dans la roue. Et c'est parti pour Valentin. Effort curseur un petit peu en dessous des 80, parce qu'il faut assurer les 6 km restants. Et puis derrière, il y a le groupe des favoris qui roule super fort, même si Van Aert, vous allez le voir, arrive quand même presque au bout de ses possibilités. Pogačar, Carapace, Hindley, Vingegaard, Evenepoel, Bernal doit être un petit peu derrière. Vous voyez, Van Aert a terminé. Carapace lâche. Oh, la bonne nouvelle. Oh, la vraie bonne nouvelle du jour. Par contre, Hindley toujours très fort. Intouchable. Ouais, je ne comprends presque pas. Magnifique. Kragh-Andersen a été traversé lui aussi. Lutsenko n'est pas forcément très loin de lâcher. Évidemment, David Godu, il ne lui reste plus une barre qui nous satisfait. Hein. Il y a eu quand même des efforts qui ont été faits, mais je pense que si on n'avait pas attaqué de loin, Godu, là, il serait déjà en poursuite
de ces 4-là, sauf qu'il aurait encore moins de barres, ou en tout cas, il aurait pas la possibilité de les revoir. Donc je suis plutôt... je valide plutôt le choix qui a été fait, donc trop court de 2 km, c'est quand même fâcheux ça en termes de temps, mais bon, allez, Hindley va rapidement s'avouer vaincu, ce qui fait qu'en fait Madouas, on lui dit continue Valentin, continue, peut-être cette étape, tu peux peut-être aller la chercher, ce qu'Elmoseux aussi s'est fait traverser. Pogacar qui lâche Evenepoel et Vingegaard qui sont en mano à mano pour la victoire d'étape, et Madouas qui revient comme un dingue. Oh là là, il m'a pas manqué grand chose. Si je n'avais pas attendu David Gaudu avec Valentin, la victoire d'étape c'était certain. Donc on a failli l'obtenir celle-là. Elle est pour Remco, deuxième Vingegaard, excellente performance de Madouas, et Pogacar perd du temps quand Hindley n'en gagne quasiment pas sur David Gaudu. En revanche, Bernal prend un vrai écart et Carapace prend un écart encore plus grand. Donc là, vraiment, ouais, c'est quand même une très très bonne opération pour nous. Van Aert qui en terminera à la 10e place, Lutsenko sera 11e. Maintenant, il faut juste aller voir un petit peu les autres, notamment observer l'arrivée de Roglic, le 3e Jumbo-Visma, avec lesquels on est à la lutte pour le classement par équipe. Ouais, je sais que c'est pas important le classement par équipe, mais bon, on a les enjeux qu'on peut, hein, et moi je me satisfais de ce qui est possible de faire. Roglic en termine, 11 minutes derrière Evenepoel, et Kung va peut-être payer 1 minute, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, il va perdre un tout petit peu plus qu'1 minute, sachant que Valentin a terminé, on va dire, pas loin du même temps que Vingegaard, et que Gaudu a terminé nettement devant Roglic. Donc, on serait en situation d'avoir repris la tête du général par équipe. On va voir. On va voir si c'est bien le cas. Alaphilippe, mon Dieu, et Geraint Thomas sont tous les deux dans un Tour de France avec bien peu de réussite. Ayuso s'est sacrifié ou a éclaté au moment où ça a commencé à rouler trop fort de la part des Jumbo. Thibaut Pinot en termine tout doucement, ainsi que Armirail et Arnaud Démare. On aura besoin d'eux, et je compte bien jouer ma chance à fond sur les Champs-Élysées pour l'ami Arnaud. Les sprinters en terminent près d'1 heure après Remco Evenepoel. Le très courageux Michael Bjerg, lui aussi, s'est relevé après avoir assuré presque la moitié de l'étape en tête du peloton. C'est un équipier, c'est le seul non-grimpeur réellement de l'équipe UAE alignée. Ça veut dire qu'il y a Bjerg pour rouler dans la plaine. Il y a 6 mecs qui pourraient jouer des classements généraux de World Tour par étape. Et il y a Pogacar. Donc il est vraiment bien entouré, Poggi, et pourtant, il va perdre peut-être gros là-dessus. Regardez, il y a quand même 39 secondes plus 10 avec la bonif, c'est 49 secondes. Donc selon toute vraisemblance, Remco va prendre le maillot jaune. Regardez, ici, sur cette étape 15, il est 12 secondes devant Pogacar. Il conserve 2 minutes sur Vingegaard, 5 sur Gaudu. Et il y a effectivement 4 minutes 40 de marge pour Gaudu sur Bernal. Et encore un peu plus sur Carapace. Une vraie belle opération, en tout cas, que cette étape 15. Et on va pas bouder notre plaisir, hein. Là, pour le coup, énorme coup. Évidemment que le maillot à poids, on n'a pas beaucoup de surprises. Peut-être il y a encore un coup jouable, mais ce sera très compliqué. Sur les étapes, par exemple, 17 et 20. En ce qui concerne le maillot vert, Philipsen, de toute façon, là, il y aura 3 étapes dans le prochain épisode sur lesquelles ils vont s'expliquer sérieusement pour le maillot vert, notamment Philipsen et Caleb Ewan. Maillot blanc n'a que peu d'intérêt vu l'âge des protagonistes pour le maillot jaune, que la vraie lutte, elle se fait pour le jaune. Et on a effectivement repris du temps au classement par équipe. Donc, vraiment une belle opération, malgré la non-victoire d'étape pour Madouas. Belle opération ici. Donc je vous proposerai la fin de ce Tour de France dans le prochain épisode. Et puis ça appellera aussi
quelques commentaires que je pensais faire dans celui-là, mais que je ferai quand même en attendant la fin pour avoir les bons comptes et les bons bilans. Voilà, donc il y a pas mal de choses à dire. S'il y a quelque chose que vous voudriez voir être traité justement au niveau des bilans sur PCM ou des remarques et tout ce qu'on a pu dire ici et là, et d'ailleurs merci, dites-le moi. Faites-le moi savoir dans les commentaires de cette vidéo-là. Allez, à la semaine prochaine, bye bye.